La matinale d'Europe 1 avec vous, Mathieu Béliard, et avec votre invité, le député La République En Marche du Rhône, Jean-Louis Touraine, l'un des rapporteurs de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique. Bonjour, professeur Jean-Louis Touraine. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1, alors que démarrent ces travaux autour de la loi de bioéthique à l'Assemblée nationale. On sent qu'on y va avec des pincettes parce qu'il y a des sujets sensibles et, disons-le clairement, notamment la PMA, avec quelques points de débat que je voudrais évoquer avec vous. D'abord, cette inquiétude qui est montée au cœur de l'été au sujet des femmes célibataires. On s'inquiète de la création, de la fabrication de familles monoparentales dans des situations difficiles. Est-ce qu'il faut, en tenant compte de cet aspect-là, est-ce qu'il faut autoriser la PMA pour les femmes seules ? Oui. D'ailleurs, une grande quantité de pays l'ont déjà réalisé en Europe. Et les analyses ont été effectuées chez les enfants, montrant que ces enfants se développent très bien, aussi bien que les enfants nés de PMA dans des couples hétérosexuels, par exemple. Mais effectivement, il faut comprendre que faire une PMA pour une femme seule, ça n'est pas du tout créer un équivalent des familles monoparentales qui surviennent un peu par hasard, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas vraiment attendu, ou un couple qui se sépare au moment de la naissance. Eh bien, il y a là au contraire une préparation prolongée, un désir d'enfant. C'est quand même un petit peu un parcours du combattant que de réaliser une PMA. Et cet enfant qui est très attendu, très désiré, fortement aimé, cet enfant va bien se développer. Il sera l'objet de beaucoup d'attention et de beaucoup d'amour. Mais est-ce qu'il n'est pas exposé à un risque supplémentaire par rapport à un enfant qui aurait deux parents ? Alors, la femme n'est pas une ermite, généralement elle a une famille, et donc dans cette famille, l'enfant est accueilli, si bien que s'il arrive un malheur à la femme, l'enfant ne se retrouve pas seul. Donc il faut bien comprendre que ça n'est pas une difficulté majeure. Cependant, il est vrai que la responsabilité de l'équipe qui réalise la PMA est quand même de vérifier qu'il n'y a pas des demandes tout à fait anormales. Je dirais parfois à la limite de la psychiatrie pour une femme seule. On va vérifier le profil de la femme qui demande à avoir... C'est pas vraiment le profil, c'est un entretien. En Belgique, qui le fait depuis longtemps, entre 30 et 40% des femmes seules qui le demandent ne sont pas retenues. C'est-à-dire qu'un tiers environ des femmes qui le demandent sont considérées comme n'offrant pas des conditions satisfaisantes pour le développement de l'enfant, parce que ce sont des demandes qui ne sont pas parfaitement légitimes ou un petit peu conduisant à trop de fragilité, de risque de fragilité pour l'enfant. Bon, on va leur demander des avis d'imposition, des déclarations ? Non, pas du tout. Pas spécialement. Non, c'est une évaluation médicale et psychologique par un entretien. Mais je pense qu'à partir du moment où vous sollicitez l'aide de l'État pour procréer, naturellement, c'est un engagement de la société. C'est différent de ce que peuvent faire des femmes qui veulent avoir des enfants seules. Parce que dans notre société, ne vous faites pas d'illusions, il y a un certain nombre de femmes qui veulent avoir des bébés toutes seules. Donc elles prennent un étalon, si je peux dire, elles ont un enfant et elles abandonnent l'étalon le lendemain. Vous parlez de l'aide de l'État. Rentrons dans cet autre sujet qui crispe clairement dans la classe politique. Est-ce qu'il faut rembourser la PMA, la procréation médicalement assistée ? Ça n'est pas nécessairement un soin ? Alors, ça ne crispe pas tellement parce qu'en vérité, déjà, la PMA aujourd'hui est effectuée hors de conditions de soins. Ce n'est d'ailleurs jamais un soin, une PMA, c'est une substitution, mais ce n'est pas seulement une substitution à une infertilité, à une maladie stérilité, mais c'est souvent pratiqué simplement dans des couples qui n'ont pas réussi à procréer. Et d'ailleurs, la preuve qu'ils ne sont pas stériles, c'est qu'il est fréquent, enfin il n'est pas rare en tout cas, qu'après une PMA, dans un couple hétérosexuel, secondairement, les parents aient des enfants naturellement. Et donc, on voit bien que déjà aujourd'hui, l'application de la PMA n'est pas faite seulement comme une compensation de la stérilité. Alors, à vrai dire, aujourd'hui, déjà, la Sécurité sociale prend en charge
toute une partie des frais des femmes qui vont faire des PMA à l'étranger. Tous les examens qui sont pratiqués. Donc la différence de coût pour la sécurité sociale est très faible, puisque déjà, aujourd'hui, les PMA pour des femmes seules, pour des femmes en couple, qui vont en Espagne, qui vont en Belgique, qui vont dans Vous d'autres allez presque pays. nous dire que ce sera moins cher désormais. Non, ça ne sera pas moins cher, non, soyons objectifs. Ça sera légèrement plus cher, mais vraiment ça a été très chiffré, négligeable dans le budget de la sécurité On sait sociale. de combien d'ailleurs ça a été chiffré, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on sait concrètement ce que ça va coûter à la Sécu de rembourser ces PMA? Oui, ça a été évalué, mais en gros, l'augmentation du coût pour la totalité du budget PMA, qui n'est pas un budget énorme, ça sera une augmentation de l'ordre de 15 à 20%. Alors, il y a eu ces gages apportés par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, hier. Les enfants nés d'une PMA entre deux mamans, qui auront deux mamans, se verront voir l'inscription mère et mère. Ça, c'est une révolution, hein. On peut le dire, en tout cas pour ce qui est de leur état civil, mais ça crée un statut particulier. C'est très important, parce que jusqu'à maintenant, en France, hors les cas particuliers de l'adoption ou de l'accouchement sous X, jusqu'à maintenant, en France, la mère est la femme qui accouche. Eh bien, ça ne sera plus le cas. Aujourd'hui, la mère, c'est celle qui décide d'être mère. Ce n'est plus la femme qui accouche. Ça, c'est très important. Un point positif, en tout cas, à apporter sur cet aspect-là. Bien mais certaines voix s'élèvent contre une forme de discrimination, puisqu'on pourra voir sur l'état civil des enfants qu'ils sont issus d'un couple homosexuel. Mais les enfants eux-mêmes, quand vous les interrogez, ils le revendiquent, cela. Ils n'en ont pas honte. Au contraire, un enfant, lorsqu'il naît dans une famille d'un couple homosexuel, considère que c'est la normalité. Et si, après, vous l'interrogez, cet enfant, et vous lui dites « Est-ce que tu préférerais avoir un père et une mère ?» La plupart des enfants disent « Mais attends, pour que j'aie un père, ça veut dire qu'il faut récuser une de mes mères, mais je les aime toutes les deux, mes mères. Je veux garder mes mères, je les aime. » Et pour un enfant, la normalité, c'est son petit cercle. Plus tard, quand il grandit, il comprend qu'il y a d'autres couples qui existent et qui sont les parents de ses petits camarades d'école. Et après même, il comprend que c'est proportionnellement plus fréquent. Mais son schéma initial, pour lui, c'est le couple qu'il a au moment de ses premières années de vie. Il ne sera plus question, en tout cas, de parents 1 et parents 2, comme on en a parlé Je pense à un que moment. c'est sage. Ce sera mère et mère. Merci beaucoup, professeur Jean-Louis Touraine. On n'est qu'au début de ces travaux sur cette loi de bioéthique à l'Assemblée nationale. Je tiens aussi à le préciser, ici sur Europe 1, nous parlerons de ce qu'il y a d'autre dans la loi. Il n'y a pas que la PMA, évidemment. Et Jean-Louis Touraine, je suis sûr que nous pourrons nous reparler à cette occasion. Merci beaucoup d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin.